Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior. Bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, une autre fois encore, nous comptons retrouver sur plateforme pour être capable d'informer de toutes nouvelles qui fait actualité. Dans le pays d'Haïti, il y a une façon de spéciale, nous saluons toutes fanatiques, toutes amis junior, bon bagay yo. Ou même qui écoute nous dans le pays d'Haïti, ou même qui dans international là, nous saluons tout le monde en général. Mesdames et messieurs, dans international là, côté Haïti lui-même, li sous table et Nations Unies pour y parler de insécurité qui a ravagé pays d'Haïti. Nous connaissons bandits armés eux-mêmes, yo continuent à prendre territoire pour yo et l'autre gang avec yo continue à bailler bandisme dans pays. Et bien à côté et d'après Nations Unies et une réunion qui te gagné dans l'Assemblée générale Nations Unies pour parler des situations ça va passer dans le pays d'Haïti à cause de insécurité elle-même qui a grandi dans le pays d'Haïti et moun dans Kenskoff n'a pas gardé comment bandi yo a lagué moun ate gros la journée ça li bay gros kè sauté dans international là et pour gros la journée pour bandi ap simare zam sous citoyen dans yon pays et dans la Tibonite ça vraiment grave en pile côté base Grand Griffio ensemble avec Kokorat Sanras et nèg ça yo même dans la Tibonite c'est yo même qui commande là dans l'est Ponson de Saint-Marc Gonaïve et nèg sa yo la police pas ka bouger parce que la police impuissant bande sa yo même yo puissant yo gagné moun k'ap bayo gozam fan fois ça fait jodi à la pays d'Haïti pays d'Haïti tombé dans yon tout citoyen k'ap vivre dans pays nan gros tête chargée. Mesdames et messieurs, nous allons aller directement dans les Nations Unies pour nous capable faire vivre comment et ça yo parler tout des bandits qui étaient avions qui étaient descendus dans pays côté à cause des balles qui t'a tiré te gain avion qui était même pour balle et compagnie ça yo était interdit en pile vol dans pays d'Haïti et d'après Nations Unies pour ça pas refaire encore yo même faut que capable prendre une décision pour ça pas répéter encore et je dis mesdames et messieurs nèg cap armé bandi yo pas capable jamais arriver sur yo on va aller directement ensemble avec moi dans Nations Unies pour capable faire vivre comment ça t'est mesdames et messieurs. Vous avez la parole madame. Monsieur le Président, distinguished members. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, Excellences, mesdames et messieurs, je prends la parole devant vous, empli d'espoir, car il y a des signes de progrès sur le front politique, malgré de graves revers sur le plan sécuritaire. Le 11 novembre, des groupes armés ont pris pour cible l'aéroport commercial près de l'aéroport international de Port-au-Prince, des aéronefs commerciaux plutôt, à proximité de l'aéroport international de Port-au-Prince. L'aéroport a dû fermer et tous les vols ont été suspendus. Au moins 3 avions ont été touchés et un membre du personnel de bord a été blessé. Cet événement a exacerbé l'isolement de Port-au-Prince et au moins une grande compagnie aérienne a annoncé ne pas vouloir reprendre ses activités vers Haïti dans un avenir proche. C'est la deuxième fois en moins d'un an que les opérations commerciales à l'aéroport ont été suspendues. La population de la capitale est donc de plus en plus isolée par rapport au reste du pays et du monde. Peu de temps après, des gangs ont lancé des attaques simultanées coordonnées dans toute la capitale, y compris dans des zones qui autrefois étaient épargnées. Ces attaques visent à déstabiliser les institutions de l'État et ont entraîné une réaction violente de la part de groupes d'autodéfense. Des habitants étant armés de machettes et d'armes à feu. Ce cycle de violence à Port-au-Prince s'est soldé par au moins 220 décès et près de 41 000 déplacés. Au mois de décembre, des groupes armés ont réalisé des tueries de masse à Ouar-Jérémy, dans la commune de Cité-Soleil. 207 personnes ont été tuées, principalement des personnes âgées.
Dans le même temps, le département de l'Artibonite a enregistré une flambée des violences, avec des attaques et des représailles entre gangs et groupes d'autodéfense, se soldant par 114 morts. Le 24 décembre, l'hôpital de l'Université d'État de Port-au-Prince a fait l'objet d'une attaque avant la cérémonie de réouverture. Un policier a été tué ainsi que 2 journalistes. Monsieur le Président, signal positif, il y a quelques jours, le 18 janvier, 217 membres des forces de police kenyanes supplémentaires, y compris une équipe avancée de 5 femmes, ont été déployés en Haïti. En outre, 150 Guatémaltèques et une équipe avancée de 8 Salvadoriens et Salvadoriennes sont également arrivés. La police nationale haïtienne, appuyée par la mission d'appui multinational à la sécurité et parfois par les forces armées haïtiennes, a déployé des efforts pour réagir à cette flambée de violence. Grâce à une meilleure coordination entre la mission, MSS et les forces nationales de sécurité, les opérations anti-gangs ont pu être mieux planifiées et exécutées. La nomination récente d'un secrétaire d'État à la sécurité publique est un pas en avant dans la bonne direction qui envoie un signal, celui d'une détermination redoublée à relever les défis sécuritaires qui se présentent en Haïti. Un jalon important a été atteint le 10 janvier. 739 nouvelles recrues, y compris 213 femmes, ont terminé leur parcours à l'Académie nationale de police. L'espoir et la fierté animant ces jeunes recrues et les membres de leur famille nous rappellent, et c'était ô combien nécessaire, l'importance de la résilience et de la détermination. Cependant, les défis que la police doit relever restent dantesques, avec des taux de départ importants, une formation spécialisée insuffisante et un manque de matériel. Il est fondamental de revoir à la hausse l'aide internationale. Je saisis cette occasion pour remercier les États membres de leur contribution en personnel et leur contribution via le Fonds d'affectation spéciale pour la mission MSS. Je remercie le Conseil pour son appui robuste et encore une fois, j'applaudis le Kenya pour son rôle de chef de file. J'appelle les États membres à envoyer des contributions supplémentaires pour garantir le succès de cet effort multinational. Excellence, l'aggravation de la situation sécuritaire a eu des retombées importantes pour les opérations des Nations Unies. En raison de la suspension des vols vers Port-au-Prince et des violences généralisées, l'ONU a décidé de réduire de façon temporaire son empreinte dans la capitale, tout en continuant d'apporter une assistance pour sauver des vies. Ce mécanisme a permis aux BINU, avec une équipe réduite, et aux agences de l'ONU de continuer à s'acquitter de leur mandat grâce à des efforts hybrides, rassemblant le personnel essentiel et la présence internationale essentielle à Port-au-Prince, et un travail à distance de la part du personnel qui a pu partir. L'ONU reste déterminée à revoir la hausse sa présence dès que les conditions le permettront. Elle suit sans cesse l'environnement de sécurité pour garantir la sécurité du personnel tout en apportant une assistance à ceux qui en ont besoin. A connu des évolutions positives depuis ma dernière intervention devant ce Conseil. Monsieur Alix Didier Fils-Aimé a été nommé au poste de Premier ministre le 11 novembre. La collaboration entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition s'est améliorée. Cette coopération a permis de faire avancer des dossiers clés en matière de gouvernance. Une meilleure coordination entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement actuel a permis d'affiner et de cibler avec succès les priorités des priorités de la transition, c'est-à-dire sécurité, élection et apaisement social, et a contribué à faire avancer certaines décisions clés de gouvernance qui étaient auparavant en suspens. Je félicite la nomination des 2 membres restants du Conseil électoral provisoire. 4 des 9 membres sont désormais des femmes, une étape importante vers une plus grande inclusion du genre dans le processus électoral. Je salue également la nomination des ministres délégués aux affaires électorales et constitutionnelles et à la solidarité et aux affaires humanitaires qui, je l'espère, renforceront la visibilité de ces 2 portefeuilles clés. In response to a request. Répondant à une demande présentée par le gouvernement haïtien, les Nations Unies ont déployé une mission d'évaluation des besoins électoraux au mois de novembre. Les recommandations de la mission
approuvé par le point focal des Nations Unies pour l'aide électorale englobait un appui ciblé pour les processus électoraux et constitutionnels notamment. Dans le même temps, la Conférence nationale sur la réforme constitutionnelle poursuit ses travaux au mois de novembre et décembre. Le groupe de travail sur l'examen constitutionnel a pris langue avec différents pans de la société pour entendre leur point de vue sur les éléments clés de la réforme constitutionnelle. Des consultations plus vastes avec la diaspora haïtienne et dans tout le pays commencent cette semaine pour garantir l'inclusivité du processus. Le référendum constitutionnel et les élections restent prévues pour cette année. Cela étant dit, ces processus nécessiteront de renforcer la sécurité et de faire des progrès en temps voulu. La mise sur pied d'un Conseil national de sécurité est une autre réussite. Ce mécanisme de planification et de coordination a le potentiel de pouvoir consolider sensiblement les efforts de sécurité déployés par le pays. J'encourage les autorités à mettre cette structure sur pied et pleinement l'opérationnaliser pour en tirer le plus de parti possible. Monsieur le Président, Excellence, il y a des progrès sur le front politique. On peut être optimiste, mais le cadre pour la transition reste fragile. La fragmentation accrue des secteurs politiques représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, ainsi que les critiques qui persistent, compliquent le processus. Des allégations graves de corruption visant 3 membres du Conseil ont exacerbé les tensions et remis en question la légitimité des actions entreprises. Récemment, certains acteurs politiques ont demandé l'aide de la CARICOM et de son groupe de personnalités éminentes pour faciliter un dialogue national. Une lettre envoyée à la CARICOM par les acteurs de 3 groupes politiques qui font partie du Conseil de transition propose différentes options pour régler les différences. Cependant, cette lettre mentionne une coalition de gangs et cela a entraîné des critiques aiguës. Ces développements montrent que toute tentative visant à légitimer les groupes armés est condamnée par la majorité des Haïtiens et le public de façon générale. Monsieur le Président, la crise humanitaire en Haïti est maintenant alarmante. Plus de 6 millions de personnes, c'est-à-dire près de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire. 3,9 millions sont concernés pour recevoir de l'aide. Le nombre de personnes déplacées internes a été multiplié par 3 pour atteindre plus d'1 million, dont plus d'une moitié d'enfants. Les sites d'accueil des personnes déplacées sont surpeuplés et les personnes qui ont trouvé refuge n'ont pas accès à des services essentiels comme l'eau potable, l'assainissement et l'éducation. L'insécurité alimentaire concerne 48% de la population. Près de 2 millions de personnes vivent dans des conditions d'urgence, c'est-à-dire la phase 4 du classement IPC en matière de sécurité alimentaire et 6 000 dans des conditions catastrophiques, la phase 5. Malgré ces défis, les partenaires humanitaires ont mené à bien 700 missions onusiennes pendant le 4e trimestre, y compris 500 qui portaient directement sur l'apport d'une aide pour sauver des vies. Le plan de riposte humanitaire pour l'année 2025 demande un total de 908 millions de dollars et j'appelle les bailleurs de fonds à se montrer généreux pour alléger les souffrances et étayer le relèvement du pays. Cette période cruciale, Haïti a plus que jamais besoin de votre soutien continu. Pour organiser un processus de révision constitutionnelle et des élections crédibles, participatives et inclusives dans ce contexte de crise, les acteurs haïtiens doivent surmonter leurs différences et collaborer. Une solution durable nécessite des progrès simultanés sur les fronts politiques et sécuritaires, soutenus par une solidarité internationale constante. Le BINU continuera à offrir ses bons offices et son soutien stratégique pour aider Haïti à relever ces défis complexes. Je vous remercie. Je remercie Madame Salvador de sa présentation. Je donne maintenant la parole à Madame Rada Wali. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président, Secrétaire Ammar Benjadma, RSSG Salvador, Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de me donner.
Je vous remercie de me donner l'occasion d'intervenir sur la situation en Haïti. Conformément à la résolution du Conseil de sécurité de 692 de 2023 et renouvelée par la résolution 2743 de 2024. Depuis ma dernière intervention devant ce Conseil, la violence en Haïti n'a cessé de s'intensifier. Les différentes coalitions de gangs poursuivent leurs efforts pour étendre leur contrôle sur des territoires stratégiques et même des confrontations mortelles entre elles, contre la population et contre les forces de l'ordre. Les gangs recourent également à des tactiques de plus en plus brutales, comme l'attestent les massacres horribles, notamment celui de 115 personnes par le gang Grand Griffe en octobre dans le département d'Artibonite, ainsi que l'exécution de plus de 200 personnes dans le quartier de Wharf Jérémie en décembre, comme vous les avez entendu. En parallèle, l'expansion territoriale de ces gangs reflète une action calculée, plutôt qu'une violence arbitraire, favorisant le contrôle des ressources et la collaboration avec les élites politiques et économiques. À l'heure actuelle, les gangs contrôlent environ 85% de Port-au-Prince, dont la majeure partie est maintenant divisée entre les différentes coalitions de gangs. Et leur emprise sur le pays continue d'être facilitée par le trafic illicite et la corruption, comme le démontre le 6e rapport de l'ONUDC sous le mandat du Conseil de sécurité que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Excellencies. Excellences, le tableau dépeint dans le rapport montre que la diminution des violences que nous avons constatées entre mai et septembre 2024 s'est inversée pendant les 3 mois qui ont suivi. Parmi les évolutions les plus notables, on peut en mentionner une. La coalition du gang Vive Ansam a intensifié ses attaques et contrôle maintenant des zones clés à Port-au-Prince et aux alentours, y compris 2 points qui sont des goulets d'étranglement en dehors de la ville qu'ils utilisent pour faire pression et pour étrangler les zones qui ne sont pas encore sous leur contrôle, comme Pétionville. Les violences et l'instabilité sont aggravées par les flux illicites d'armes, les trafics de stupéfiants et autres trafics illicites et sous-tendus par la corruption et le blanchiment d'argent. Malgré le renforcement de l'embargo sur les armes et les munitions trafiquées continuent d'arriver en Haïti et d'arriver aux mains de gangs. Les rapports suggèrent que cela inclut des munitions et des armes à feu de gros calibre. Les itinéraires de trafic d'armes à feu changent également, qu'il s'agisse des lieux de provenance ou de destination. Pendant la période à l'examen, des saisines d'armes à feu liées à Haïti aux États-Unis ont été signalées à Port Everglades et non pas à Miami. Et en Haïti, la plupart des saisines ont été signalées à Cap-Haïtien et non pas à Port-au-Prince. Cela pourrait indiquer que les trafiquants aujourd'hui explorent d'autres itinéraires en raison des efforts déployés pour les contrer. Nous avons aussi constaté que des armes à feu et des munitions sont détournées des stocks publics comme privés et atterrissent entre les mains de gangs. Il y a notamment l'exemple de l'opération Pandora récente en République dominicaine. Les autorités ont découvert et démantelé un réseau qui avait détourné au moins 900 000 munitions des stocks de la police dominicaine. Les enquêtes sont en cours et nous attendons les conclusions pour comprendre l'ampleur et la quantité de munitions qui auraient pu faire l'objet de trafic vers Haïti. J'applaudis les autorités de la République dominicaine pour tous leurs efforts. Leur action montre que les flux illicites d'armes vers la région peuvent être décelés et contrés. Cependant, c'est un fait, les armes et les munitions continuent d'arriver en Haïti. Haïti a besoin de davantage de capacités pour enregistrer, contrôler, tracer les armes à feu et les munitions, y compris les armes saisies et les stocks privés, et pour rassembler, demander, analyser les données en matière de saisine d'armes à feu. Les contrôles aux frontières maritimes comme terrestres entre Haïti et la République dominicaine doivent être renforcés à l'aide de plus de matériel, de ressources humaines et de meilleurs échanges d'informations. En outre, on a besoin aussi de contrôles plus robustes pour les navires qui quittent la Floride pour Haïti, mais aussi au niveau des Bahamas, de Turques et Caïques.
où les trafiquants sont maintenant actifs. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, la violence en Haïti continue d'être aggravée par les marchés illicites, notamment le trafic de stupéfiants. Au fil des dernières décennies, les acteurs criminels se sont tournés vers Haïti. Et les preuves montrent maintenant ou suggèrent qu'un petit groupe d'individus continue d'avoir une influence considérable sur le trafic de stupéfiants haïtiens depuis les années 1980. Si on étudie les documents et les documents comptables notamment, on voit que ce groupe inclut d'anciens membres du personnel militaire haïtien, des responsables du maintien de l'ordre, des membres du Parlement, des membres de la communauté du monde des affaires, et qu'ils sont actifs en Haïti et aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays de la région. Il faut absolument briser ce cercle qui existe de longue date et qui est profondément ancré si nous voulons endiguer le flot de stupéfiants vers Haïti. Certains signalements indiquent que des acteurs politiques et économiques clés en Haïti utilisent l'industrie de l'anguille pour blanchir les profits obtenus grâce au trafic de stupéfiants. Les autorités haïtiennes doivent commencer à analyser les informations concernant un blanchiment d'argent lié au trafic d'espèces sauvages et illégales. Monsieur le Président, l'insécurité, l'instabilité et les difficultés économiques continuent d'entraîner une fuite de la population d'Haïti alors que les politiques de migration régionale affectent la nature de leurs voyages. Les clôtures de l'espace aérien, les politiques migratoires plus dures ainsi que les contrôles plus stricts dans la région du Darien Gap et la clôture de l'aéroport international de Port-au-Prince poussent les Haïtiens à prendre davantage de risques. Les ressortissants d'Haïti sont de plus en plus des victimes de trafiquants d'êtres humains qui les poussent vers des itinéraires dangereux par mer vers des pays comme la République dominicaine, les Bahamas, la Jamaïque, Turquie et Caïque, espérant ensuite gagner les États-Unis ou le Canada. Haïti est aussi le témoin d'une flambée très préoccupante du trafic d'êtres humains et notamment du trafic d'enfants par les gangs. Les gangs comme le 400 Mawozo, Nan Brooklyn, Base Aliment et Village de Dieu exploitent la malnutrition ainsi que le manque d'éducation et le manque de supervision parentale pour pousser les enfants à rejoindre leur rang ou les tromper pour atteindre cet objectif. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux pour recruter et proposent parfois des récompenses de plus de $200. En 2024, l'UNICEF estimait que les enfants représentaient 30 à 50% des membres de gangs en Haïti, après une augmentation de leur recrutement de 70% l'année dernière. Les lois prohibant le trafic d'êtres humains doivent être appliquées plus scrupuleusement via des unités correctement outillées et formées. Et des mesures doivent être mises en place pour ensuite réintégrer les enfants et les jeunes qui quittent ces groupes. La corruption et le blanchiment d'argent continuent de saper les perspectives de stabilité en Haïti, tout en permettant les trafics et la criminalité organisée. Au mois de décembre, Haïti a fait un grand pas en avant dans la lutte contre la corruption avec la création du groupe interinstitutionnel anticorruption appuyé par l'ONUDC en collaboration avec le PNUD et l'Organisation des États américains. Nous espérons que ce groupe pourra donner une nouvelle énergie à la quête pour l'intégrité et la reddition de comptes. L'unité anticorruption d'Haïti, appelée ULCC, est d'ores et déjà à pied d'œuvre avec d'autres autorités haïtiennes pour lutter contre la corruption malgré les circonstances difficiles. Au mois de novembre, la Cour pénale de Hinch a condamné un inspecteur du directorat général des impôts à 4 ans de prison pour détournement de fonds publics. Après une enquête de l'ULCC, la Cour a ordonné également la restitution des fonds détournés. Il s'agit de la deuxième peine prononcée pour corruption en 20 ans. Et c'est une lueur d'espoir très importante. Nous devons faire fond sur cette réussite en contribuant à améliorer les capacités du secteur judiciaire haïtien pour lui permettre d'agir lorsqu'il y a des signalements de la part d'organes de contrôle comme l'ULCC. Avant de conclure, mesdames et messieurs, je voudrais répéter les recommandations qui figurent dans notre dernier rapport et les rapports qui l'ont précédé. Je souligne notamment l'importance d'améliorer les capacités opérationnelles haïtiennes contre les trafics, d'améliorer
la coopération régionale et le partage d'informations et de renforcer les institutions haïtiennes. J'aimerais également réaffirmer la détermination de l'ONUDC à œuvrer avec les autorités haïtiennes et les partenaires d'Haïti pour nous attaquer aux structures qui sous-tendent la criminalité organisée et la corruption qui déstabilisent le pays. Et j'aimerais insister de nouveau sur le partenariat robuste entre l'ONUDC et le BINU, sans oublier de mentionner notre collaboration robuste en matière d'aspects logistiques et opérationnels. Ensemble, nous devons être solidaires d'Haïti pour faire face à la violence, à la corruption et au chaos et faire naître un avenir plus stable et plus sûr pour le peuple haïtien. Merci. Je remercie Madame Wali de son exposé. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent s'exprimer. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wali de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition à continuer de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes, mesures essentielles pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus et politique. Et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation ou encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci.
Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Maria Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcés et que ces objectifs seront atteints, que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti, qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations.
dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur destin en main. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je donne la parole au Danemark. Merci, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis de remercier la représentante spéciale Salvador et la directrice exécutive Wally de leurs exposés. L'exposé d'aujourd'hui et les informations qui nous parviennent dépeignent un sombre tableau d'un pays plongé dans la crise, avec son peuple aux prises avec l'insécurité, les privations et le désespoir constant. Aujourd'hui, je formulerai 3 observations. Premièrement, le Danemark est très préoccupé par la situation lamentable sur le plan de la sécurité en Haïti, marquée par les violences aveugles et généralisées des bandes armées contre la population, la multiplication des attaques coordonnées des bandes contre des civils et l'État nous alarme. Nous condamnons vigoureusement les multiples massacres perpétrés par les bandes en Haïti ces derniers mois. Plus de 5600 personnes ont été tuées dans les violences des bandes de l'an dernier, de nombreuses personnes blessées et plus de 1500 personnes enlevées. Ces chiffres sont époustouflants. Faire advenir la sécurité en Haïti doit être la priorité du gouvernement haïtien et de la communauté internationale. Il est essentiel de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour faire face à cette insécurité croissante. À cet égard, le Danemark appuie les efforts de la mission multinationale d'appui à la sécurité qui aide la police nationale d'Haïti à faire régner la sécurité et l'ordre dans le pays. Nous nous félicitons des déploiements récents du Guatemala, d'El Salvador et du Kenya en appui à la mission. Comme la représentante spéciale l'a indiqué clairement, il est urgent de renforcer le soutien financier et logistique à la mission pour qu'elle soit équipée afin d'atteindre ses objectifs. Nous attendons avec intérêt les recommandations du secrétaire général quant à toute la panoplie d'options du rôle que pourrait jouer l'ONU en promouvant l'appui à la sécurité durable en Haïti. Les sanctions ciblées permettent de lutter contre les racines de la violence des bandes. C'est vrai notamment pour ce qui est de la collusion entre les secteurs politiques, économiques et sécuritaires et également le flux illicite d'armes vers le pays. Ensuite, mon deuxième point, le Danemark est outré par les crises humanitaires et des droits humains en Haïti. Plus d'1 million de personnes sont déplacées, dont plus de la moitié sont des enfants. La moitié de la population connaît la faim. Les maladies évitables continuent de se propager. Le système de santé d'Haïti est aussi pris pour cible. Les bandes criminelles ont assassiné et enlevé des travailleurs des hôpitaux, ont incendié, pillé et détruit de nombreux hôpitaux. Nous appelons la communauté internationale à renforcer son aide financière au plan d'intervention humanitaire. De surcroît, les atteintes aux droits humains sont généralisées. Les femmes et les filles payent le plus lourd tribut aux conflits et aux violences, et notamment dans le cadre de violences sexuelles et fondées sur le genre. Les enfants sont recrutés des forces par les bandes. Ils représenteraient 50% de leurs membres, les privant de leur enfance et mettant en péril leur vie. Dès lors, il est urgent pour les autorités haïtiennes de renforcer la protection, la reddition de comptes et l'appui aux rescapés. Les autorités haïtiennes, avec l'aide de la communauté internationale, doivent veiller de toute urgence à ce que ces crimes ne restent pas impunis. Enfin, mon troisième point. En dépit de certaines avancées, Haïti continue d'être secoué par des tumultes politiques. Nous sommes préoccupés par les lents progrès dans le cadre de la feuille de route politique.
Freinés par les désaccords en matière de partage du pouvoir, nous exhortons les dirigeants haïtiens à défendre les principes convenus et à donner la priorité au dialogue. Nous soulignons que tout dialogue, tout processus doit garantir la participation pleine et égale des femmes et des autres groupes marginalisés. Nous attendons avec intérêt la formation du Conseil électoral provisoire et nous attendons avec intérêt l'examen constitutionnel. Il s'agit d'étapes cruciales vers des élections libres, régulières et inclusives. En conclusion, les acteurs en Haïti doivent œuvrer à rétablir les institutions démocratiques. La communauté internationale doit aider Haïti à connaître la stabilité, le développement et la paix. Merci. Je remercie le Danemark de cette déclaration et je donne la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale, Madame Maria Isabel Salvador, ainsi que la directrice exécutive de l'UNDC, Madame Wally, de leurs exposés. Je salue également la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine et de la Colombie. Nous affichons notre solidarité avec le peuple haïtien, car nous pensons qu'il nous faut rendre hommage au lien historique qui nous unit à cette autre nation insulaire, qui a été la première à reconnaître l'indépendance de la Grèce il y a 200 ans. Haïti est aux prises avec une multitude de crises, de catastrophes naturelles, d'épidémies et d'insécurité alimentaire, touchant près d'1 million d'Haïtiens, selon l'OIM. Cette situation humanitaire très grave est accentuée par la violence des bandes qui visent à déstabiliser le gouvernement. Nous condamnons les attaques aveugles contre les civils et les infrastructures critiques, à l'acheminement de l'aide humanitaire telle que l'aéroport international ou la prise pour cible d'écoles et d'hôpitaux qui privent les Haïtiens d'enseignement et de soins de santé. Nous dénonçons également les violations des droits humains de la part des groupes criminels, homicides, enlèvements, recrutement et utilisation d'enfants en tant que combattants, viols et violences sexuelles contre les femmes et les filles. À cet égard, aider les victimes est essentiel. Nous déplorons également les attaques contre les journalistes qui menacent la liberté d'expression et la démocratie en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes favorables à une transition politique inclusive et durable pilotée par les Haïtiens, visant à rétablir la primauté du droit et la stabilité dans le pays et à garantir la sécurité du peuple haïtien. À cet égard, nous nous félicitons de la nomination du nouveau Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, et nous espérons qu'il travaillera étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, comme il s'y est engagé, afin d'améliorer la sécurité et la gouvernance. Nous nous félicitons également de la formation du Conseil électoral provisoire, ce qui ouvre la voie à des élections libres, régulières, participatives, pacifiques, inclusives. Nous nous félicitons du processus de réforme constitutionnelle en cours avec une participation active des femmes et des jeunes. La transition politique ne pourra aboutir tant que les conditions de sécurité demeurent précaires. À cet égard, nous louons la mission multinationale d'appui à la sécurité ainsi que le Kenya pour son rôle de chef de file et tous les pays fournisseurs de contingents qui viennent en aide à la police nationale d'Haïti. Il y a eu quelques évolutions positives ces derniers mois, notamment quelques 700 policiers de la police nationale d'Haïti ont été diplômés le 10 janvier, dont 30% étaient des femmes. Nous attendons avec intérêt les recommandations du secrétaire général quant à la transformation possible de la mission. Nous sommes prêts à nous pencher sur toutes les options présentées, à travailler de façon constructive avec les membres du Conseil de sécurité et le gouvernement haïtien. Monsieur le Président, la crise haïtienne a également des ramifications régionales que l'on ne peut ignorer, telles que la migration, les armes illicites, le trafic de stupéfiants. À cet égard, nous aidons nos partenaires dans la région et nous appuyons les initiatives de la CARICOM afin de favoriser la stabilité, la sécurité et le passage pacifique du pouvoir en Haïti. Nous rendons hommage également aux contributions inestimables de l'ONUDC et notamment aux formations dispensées aux gardes-côtes haïtiens afin de renforcer la sécurité maritime. En guise de conclusion, nous réitérons notre appui au BINU et à la représentante spéciale pour leur contact avec tous les acteurs locaux. Nous pensons que seule la volonté politique et l'unité nationale permettraient de briser le cycle des violences et permettraient à Haïti de connaître le développement qu'il mérite. Merci. Je vous remercie de votre déclaration. La parole est à présent à la France.
Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale du secrétaire général et chef du BINU, Madame Salvador, et la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Wali, de leur présentation. Je salue la présence au sein de ce Conseil du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, ainsi que de ses homologues de la République dominicaine et de la Colombie. Comme à chaque réunion de ce Conseil, nous faisons le constat de la détérioration de la situation en Haïti. La violence des gangs s'est encore intensifiée, comme nous avons pu le déplorer avec le massacre de Wharf Jérémy en décembre dernier, qui a fait 207 morts. Plus d'1 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit 3 fois plus qu'il y a un an. Près de la moitié des membres des groupes armés sont des enfants et leur nombre ne cesse d'augmenter. Les efforts internationaux en faveur du rétablissement de la sécurité en Haïti sont indispensables. La France salue à cet égard le déploiement, dans le cadre de la mission multidimensionnelle d'appui à la sécurité, de 217 nouveaux policiers kenyans, suivis de 152 militaires guatémaltèques et de 8 militaires salvadoriens. Le rôle joué par les pays contributeurs de troupes est essentiel pour soutenir la police nationale haïtienne et éviter un effondrement des institutions de sécurité. La France y apporte tout son soutien en augmentant ses contributions à cette mission multinationale, qui se monte à 10 millions de dollars, 8 millions au fonds fiduciaire et 2 millions de dollars via l'Organisation internationale de la francophonie pour des formations pré-déploiement en français et en créole. À cela s'ajoute notre aide bilatérale à la police nationale haïtienne, à hauteur de 2 millions d'euros depuis 2023, police dont le rôle dans la lutte contre les gangs est crucial. Enfin, dans ces conditions difficiles, la France réitère son soutien au BINU, auquel elle contribue financièrement pour renforcer son volet sécuritaire et dans le domaine de la justice. Nous sommes conscients que les efforts internationaux doivent encore s'intensifier pour enrayer ce cycle de violence. La France plaide en faveur d'un plus grand engagement des Nations Unies. Notre position n'a pas varié. Nous sommes convaincus que les Nations Unies peuvent apporter une expertise stratégique et opérationnelle, ainsi qu'un soutien logistique essentiel. Il en va de la pérennité du soutien international à la sécurité en Haïti. C'est dans cette perspective qu'il nous faut répondre à la demande exprimée par Haïti de considérer une transition de la mission multinationale vers une opération de maintien de la paix dès que possible. Nous attendons à cet égard le rapport d'option du secrétaire général et nous tenons prêts à travailler avec l'ensemble des membres du Conseil à ce sujet. Monsieur le Président, tous ces efforts doivent permettre de créer un cadre propice à la progression du processus de transition politique. La France continue d'appeler tous les acteurs politiques haïtiens à travailler ensemble pour avancer sur la voie de la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité, ainsi que le respect des droits de l'homme. La finalisation de la composition du Conseil électoral provisoire est un pas dans la bonne direction. Tous les efforts doivent être mis en œuvre par le gouvernement de M. Alix Didier Fils-Aimé en vue de l'organisation des élections. À court terme, la solidarité internationale est indispensable pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne. La France a alloué une aide humanitaire de 16,5 millions d'euros en 2024 pour lutter contre l'insécurité alimentaire et porter assistance aux populations déplacées. Et elle continuera de prendre toute sa part à cet effort commun. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de cette déclaration. Je donne à présent la parole au Guyana. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des pays A3+, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, le Guyana. Nous remercions la représentante spéciale Salvador et la directrice exécutive Wali pour leurs exposés. Nous nous félicitons de la participation des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie à la présente séance. Les pays A3+, sont vivement préoccupés par la dégradation des conditions de sécurité en Haïti,
tel qu'indiqué par le secrétaire général dans son rapport et par les intervenants d'aujourd'hui. Les atteintes aux droits humains sont particulièrement inquiétantes. Nous nous inquiétons en particulier des atteintes contre les enfants et d'une augmentation de 1000% des cas avérés de viols et d'autres formes de violences sexuelles perpétrées contre des enfants en 2024 par rapport à 2023, tel que l'a indiqué la représentante spéciale pour les enfants en temps de conflit armé. Les enfants haïtiens se heurtent à des défis de plus en plus redoutables et nous appelons tous les acteurs haïtiens à prendre des mesures concrètes afin d'éviter toute forme de violence contre les enfants et à veiller qu'ils aient accès au système d'aide. Il faut mettre en place des mesures de protection des enfants, notamment de ceux qui sont recrutés par les bandes. Nous saluons les efforts inlassables des organismes des Nations Unies, des ONG internationales et locales face aux besoins humanitaires pressants de la population haïtienne, en particulier alors que le nombre de personnes déplacées ne cesse de croître et que l'insécurité alimentaire est un motif de vive préoccupation. Nous demandons à la communauté internationale à renforcer son appui face aux besoins humanitaires. Les pays A3+ réitèrent leur engagement en faveur de la mission multinationale d'appui à la sécurité aux côtés de la police nationale d'Haïti pour faire face aux violences qui gangrènent le pays et pour rétablir l'ordre public. Si les avancées sont très minimes, nous pensons que le Conseil de sécurité doit continuer d'appuyer sans faille la police nationale d'Haïti et la mission et continuer de chercher des solutions qui pourraient renforcer leurs actions collectives. Nous réitérons que le plein de déploiement du personnel de la mission est primordial à cet égard. Nous félicitons le Guatemala et El Salvador d'avoir dépêché leurs forces de sécurité à la mission récemment et nous nous félicitons également du déploiement du 3e contingent de personnel kényan. Nous appelons à nouveau à aider la mission. Nous exhortons ceux qui ont fait des promesses de dons au fonds d'affectation spéciale à honorer leurs engagements. Nous invitons également les États membres à renforcer leur soutien financier en personnel et en matériel à la mission pour que ces dernières puissent atteindre ses objectifs opérationnels. Gardant à l'esprit la situation actuelle, les A3+ attendent de la réponse du secrétaire général à la requête formulée par le Conseil en faveur de recommandations stratégiques et de toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait jouer l'ONU en matière de sécurité et de stabilité pour lutter contre les racines de la crise. Nous soulignons que toutes les facettes de la crise multidimensionnelle qui prévaut en Haïti doivent être prises en compte simultanément. En particulier, il est évident que les progrès ne pourront s'inscrire dans la durée sur le plan de la sécurité que si l'on avance dans le processus politique. À cet égard, nous appelons les dirigeants à miser sur le dialogue et l'inclusivité en mobilisant tous les groupes de la société, y compris les femmes et les jeunes, afin de garantir l'unité nationale dans la réalisation des objectifs de transition. De surcroît, nous soulignons que le renforcement des institutions de justice haïtiennes, que le rétablissement de l'état de droit et le renforcement des systèmes policiers et judiciaires sont essentiels à une paix pérenne. Nous appelons également à agir résolument en appui aux efforts du gouvernement haïtien pour endiguer le trafic et la prolifération des armes illicites et des flux financiers illicites qui permettent les activités criminelles en Haïti. La reconstruction des institutions démocratiques, le retour à l'ordre constitutionnel sont urgents. Nous exhortons le gouvernement de transition à continuer d'avancer sur la voie d'un processus inclusif transparent emmené par les Haïtiens qui déboucherait sur des élections libres et régulières dans le cadre des calendriers établis. Nous appelons tous les acteurs à servir les intérêts d'Haïti avant tout. À cet égard, nous nous félicitons de la finalisation de la composition du Conseil électoral provisoire et nous appelons à accélérer le processus pour la tenue d'élections crédibles.
Outre les élections, la réforme constitutionnelle est essentielle au rétablissement des institutions démocratiques haïtiennes. Nous louons les consultations en cours avec différents groupes menés par le comité directeur de la Conférence nationale pour le processus de révision de la Constitution. Nous accueillons favorablement l'évaluation des besoins électoraux menée par l'ONU en novembre 2024. Et depuis lors, des recommandations ont été formulées pour l'aide de l'ONU au processus électoral. Nous saluons le soutien indéfectible de la CARICOM en faveur d'Haïti, notamment par le biais du groupe de personnalités éminentes. En effet, les contacts entre ce groupe et les acteurs politiques haïtiens constituent un mécanisme essentiel permettant aux dirigeants de la région de trouver des solutions à cette crise. Alors que la situation qui sévit en Haïti est tragique, le Conseil ne peut se résigner à accepter le statu quo. La population haïtienne mérite tout autant que les autres peuples de connaître la paix, la stabilité et la prospérité économique. Dès lors, il nous incombe de rechercher des solutions durables qui permettront à la population haïtienne de rétablir la paix, de reconstruire son pays et d'œuvrer un avenir prospère. Les A3+ s'engagent en ce sens. Merci. Je remercie la représentante du Guyana et je donne à présent la parole à la République de Corée. Thank you, Ms. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, je voudrais remercier la représentante spéciale, Madame Salvador, et la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Wali, pour leurs exposés circonstanciés. Comme cela a été dit dans les exposés, Haïti continue de se heurter à une crise multidimensionnelle grave. Malgré les efforts concertés déployés par la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité, le BINU, la mission d'appui multinational à la sécurité et les partenaires dans la région. Monsieur le Président, les défis sécuritaires que doit relever Haïti et sa transition politique sont intimement liés. Il ne peut y avoir de progrès réel sur le plan politique s'il n'y a pas d'avancée également dans le domaine de la sécurité. Changer la situation à Haïti ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut des efforts sur la durée. C'est une entreprise de longue haleine. Même de petits pas peuvent faire la différence. L'un après l'autre, ces pas en avant peuvent lancer Haïti et sa population vers la stabilité et le développement. Sur le plan politique, nous avons constaté certaines évolutions depuis le mois dernier. Le Conseil électoral provisoire a été mis sur pied et le nouveau Premier ministre collabore étroitement avec le Conseil présidentiel de transition sur des questions pragmatiques. Pour accompagner ces événements et évolutions politiques, il nous faut des avancées sur le front de la sécurité. Je pense qu'avant tout, il faut renforcer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et particulièrement de l'embargo sur les armes. Comme l'ont dit nos invités, des actes de violence coordonnés par les gangs et contre les civils et les infrastructures essentielles se sont intensifiés dans la capitale et dans d'autres régions. Cela s'est soldé par au moins 5000 personnes tuées et plus d'1 million de personnes déplacées internes, rien qu'en 2024. La violence des gangs armés continue d'enregistrer une escalade alors que les criminels ne cessent de faire main basse sur des armes et des munitions trafiquées venant de l'étranger. En outre, le trafic d'armes est devenu de plus en plus sophistiqué, de mieux en mieux organisé. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour, avec détermination, commencer à endiguer les flux d'armes vers Haïti et le trafic illégal d'armes. Outre l'embargo sur les armes, la communauté internationale s'est efforcée ensemble de relever les défis sécuritaires que rencontre Haïti, avec à la clé le déploiement de la mission MSS en 2023. C'est une mission d'un modèle nouveau, reposant sur des contributions volontaires versées par les États membres. Depuis, malgré certains progrès en collaboration avec le Kenya et d'autres contributeurs, la mission MSS n'a pas répondu à toutes les attentes. C'est le résultat, en premier lieu,
d'un manque de ressources, notamment financières. La mission n'est pas encore pleinement opérationnelle et en attendant, la situation sécuritaire en Haïti continue de se détériorer, ce qui inquiète vivement ma délégation. Cela étant dit, on a constaté certains signaux d'espoir concernant la MSS. Le Kenya a déployé 215 policiers supplémentaires la semaine dernière qui sont venus rejoindre les 400 membres du personnel de police déjà sur le terrain. Le Guatemala et El Salvador ont également contribué à hauteur de plus de 150 personnes ce mois. Pour faire fond sur cette dynamique, la République de Corée a décidé de contribuer au fonds d'affectation spéciale avec la même détermination et le même engagement que ce dont nous avions fait preuve lorsque nous avions déployé nos forces de maintien de la paix en Haïti entre 2010 et 2012. J'ai le plaisir de vous faire savoir que la semaine dernière, le gouvernement de la République de Corée a versé une contribution financière d'environ 10 millions de dollars au fonds d'affectation spéciale pour la mission MSS. Nous espérons que cette contribution attirera davantage d'attention de la part de la communauté internationale sur le dossier haïtien et engrangera un appui supplémentaire pour le pays. Nous espérons sincèrement que grâce à une assistance internationale robuste, Haïti passera d'un état de crise à un état de développement national. Merci. Je remercie le représentant de la République de Corée et je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, je remercie la représentante spéciale, Madame Salvador, pour son exposé très précieux. Mes remerciements vont également à Madame Wali, directrice exécutive de l'ONUDC, pour son exposé. Qu'il me soit permis d'applaudir le travail réalisé par le BINU et son équipe dans des circonstances très difficiles en Haïti. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères de Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie à cette séance. J'aimerais également saluer la présence de mes collègues du Canada, du Suriname et du Kenya. Monsieur le Président, Haïti continue de vivre un moment troublé. Il semble que le pays s'avance chaque jour un peu plus dans cette spirale de tourments créée par l'instabilité politique prolongée, une situation sécuritaire qui se détériore et une crise humanitaire qui prend de l'ampleur. Les trois facettes de la situation sont intrinsèquement liées. Les troubles politiques depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse continuent. Les progrès vers la restauration d'institutions démocratiquement élues sont à l'arrêt. Et vraisemblablement, la date butoir fixée de février 2026 ne sera pas respectée. Nous prenons bonne note de la nomination récente d'un nouveau Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, par le Conseil politique de transition. La classe dirigeante politique haïtienne est responsable au premier chef de fixer maintenant un cap clair pour l'avenir du pays et de donner espoir à la population. Un processus par et pour les Haïtiens est essentiel pour établir une sécurité durable et relever les défis humanitaires. Monsieur le Président, la situation sécuritaire reste préoccupante. Avec la flambée des violences des gangs, une violence brutale. Il semble que ces gangs soient capables de faire face à des attaques prolongées. Ils s'en prennent aux civils ainsi qu'à la police et aux autres autorités judiciaires ou chargées du maintien de l'ordre. La violence généralisée en Haïti, outre les actions des gangs et le fait de groupes d'autodéfense, mais elle est aussi associée à des assassinats par la foule, des lynchages de personnes soupçonnées d'être membres de gangs
ou de personnes impliquées dans des crimes mineurs, y compris des enfants. Cette violence va rapidement engouffrer toute la société haïtienne. C'est une situation très préoccupante. Il est essentiel de prévenir l'afflux d'armes vers les membres de gangs et les autres personnes impliquées dans ces actes de violence. Monsieur le Président, les défis politiques et défis sécuritaires présents en Haïti ont exacerbé la situation humanitaire caractérisée par une insécurité alimentaire qui va croissant, des lacunes en matière d'installation sanitaire et d'installation dans le domaine de l'éducation. On constate une hausse du nombre de personnes déplacées internes ainsi que de déportation d'Haïtiens depuis les pays de la région, ce qui exacerbe encore les défis humanitaires. Nous restons particulièrement préoccupés par les conséquences disproportionnées de la situation actuelle pour les femmes et les enfants. Monsieur le Président, nous félicitons le Kenya, la Jamaïque, les Bahamas, le Belize, plus récemment le Guatemala, qui ont dépêché du personnel pour servir au sein de la mission MSS. Nous nous félicitons du déploiement récemment de 150 membres du personnel de sécurité guatémaltèque et de 200 personnes supplémentaires ressortissants du Kenya. Nous reprenons à notre compte les appels lancés par le secrétaire général qui a demandé un appui accru à la mission MSS pour lui permettre de prêter main forte à la police nationale haïtienne et l'aider à faire respecter l'ordre et lutter contre les gangs pour que la paix règne de nouveau dans le pays. Les pays régionaux, y compris les grandes puissances régionales, doivent assumer la responsabilité consistant à apporter un appui accru et notamment une aide financière à Haïti. Il nous faut également, Monsieur le Président, analyser les lacunes structurelles et autres de la MSS pour décider comment, au mieux, il est possible de l'appuyer ou de développer des mécanismes soit alternatifs, soit supplémentaires pour renforcer ou restaurer la sécurité en Haïti. Cela fait maintenant près de 3 décennies, Monsieur le Président, que le Conseil de sécurité est saisi de la situation concernant Haïti. Le rôle de l'ONU était autrefois majeur avec la présence d'opérations de maintien de la paix, du BINU, avec des sanctions ciblées, et maintenant avec la mission MSS. Et pourtant, la paix et la stabilité, une paix et une stabilité pérenne, continuent de nous échapper. Nous avons besoin d'un plan d'action robuste, complet, soigneusement élaboré, en collaboration avec les dirigeants haïtiens, un plan permettant de relever les défis complexes auxquels le pays se heurte. Ma délégation attend avec intérêt le rapport du secrétaire général quant aux prochaines étapes éventuelles et aux prochaines mesures que le Conseil et la communauté internationale pourraient prendre pour relever les défis en Haïti. Merci. Merci au Pakistan. Je donne maintenant la parole à Panama. Monsieur le Président, nous remercions l'Algérie d'avoir convoqué cette séance d'information extrêmement importante sur la situation en Haïti. Dans le même esprit, nous remercions pour leur présentation la représentante spéciale, Madame Salvador, et la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Rada Wali. Nous saluons la présence cet après-midi du ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et du ministre des Affaires étrangères de la Colombie. Nous prenons bonne note de ce qui est dit dans le rapport du secrétaire général. Et nous aimerions de nouveau nous dire préoccupés face à la détérioration constante de la situation sécuritaire en Haïti, notamment à Port-au-Prince, où la vie quotidienne est de plus en plus intenable. Nous sommes bien conscients du caractère délicat de la situation actuelle, mais nous aimerions cependant applaudir la création du Conseil électoral provisoire, un organisme fondamental pour faire des progrès vers les processus électoraux qui sont si nécessaires dans le pays. D'autre part, nous aimerions nous dire préoccupés, car le processus de transition en Haïti a été
affectés par différentes divergences politiques. Dans le contexte actuel, nous espérons que ces divergences pourront être résolues pour qu'il soit possible d'avancer vers un processus de transition stable et transparent. Nous aimerions appeler l'attention sur la détérioration continue de la situation concernant les droits humains et l'exacerbation de la crise humanitaire dans le pays au cours de l'année 2024. La situation humanitaire est désormais alarmante. La vulnérabilité des femmes et des enfants, notamment, nous inquiète au plus haut point. Comme on peut le lire dans les rapports sur les violences sexuelles, y compris les viols collectifs et le recrutement d'enfants, nous estimons qu'il est urgent de consolider les mesures de protection pour veiller à ce qu'il y ait reddition de comptes et pour apporter aux victimes une aide complète. Nous le répétons, la protection des civils doit être au cœur de tout effort déployé pour résoudre la crise en Haïti. La persistance d'une situation de violence généralisée a eu des conséquences très graves pour la population civile. L'insécurité est exacerbée, il y a eu davantage de déplacements forcés, les services essentiels se sont effondrés. Cela aggrave encore davantage la situation humanitaire déjà précaire dans le pays. Des milliers et des milliers de personnes sont déplacées internes dans le pays en raison de la crise humanitaire de plus en plus aiguë. Selon l'Organisation internationale des migrations, on parle même peut-être déjà d'1 million de personnes. Ces communautés déplacées risquent grandement de devenir des victimes des réseaux de criminels organisés. Elles sont particulièrement vulnérables face aux coupables de traite de personnes ou d'exploitation sexuelle. Une telle situation exige une riposte coordonnée de la part de la communauté internationale pour protéger les personnes touchées au premier chef et régler les causes sous-jacentes des déplacements forcés. Mon pays est témoin des conséquences qu'ont les déplacements forcés, notamment le déplacement forcé de la population haïtienne. En 2024, plus de 11 000 Haïtiens et Haïtiennes ont traversé de façon illégale notre frontière avec la Colombie, cherchant refuge et sécurité. Monsieur le Président, nous réaffirmons notre appui à l'action des entités des Nations Unies ayant un mandat pour travailler à la question haïtienne et nous nous disons de nouveau déterminés à continuer à sous-tendre ces efforts pour répondre aux besoins du pays alors que celui-ci recherche la stabilité et le développement. Nous appuyons pleinement le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui pour nous a un rôle fondamental à jouer pour appuyer les autorités haïtiennes dans des domaines clés, comme la promotion de la stabilité politique, le renforcement des institutions gouvernementales ou encore la défense des droits humains. Nous appuyons les initiatives qui visent à renforcer les capacités des institutions chargées de la sécurité pour promouvoir la stabilité et améliorer la situation sécuritaire. À cet égard, nous saluons la contribution précieuse des entités des Nations Unies, dont l'ONUDC, qui a joué un grand rôle pour renforcer les capacités du pays, ainsi que les institutions, notamment celles du maintien de l'ordre. Grâce à son action, il a été possible de créer un environnement plus sûr pour la population haïtienne. Ma délégation appuie pleinement la mise en œuvre efficace de la résolution 2653 qui a établi un embargo sur les armes. C'est un élément crucial pour interrompre l'afflux d'armes vers les